Voici un produit. En général, il est souvent lié au réveil, la tête ayant subi les déboires de la nuit. Aux longues heures passées à travailler, les yeux rouges tant ils se sont concentrés. Aux fins de repas, avec la tache de gras sur le t-shirt. Le goût est amer, il tache les dents, et produit une haleine rarement appréciable. À vrai dire, difficile d'y trouver quoi que ce soit de glamour à ce grain de café. Et pourtant, quand on essaye de me le vendre, on me montre ça. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Bon, à vrai dire, rien de nouveau dans tout ça. L'érotisme accompagne la publicité depuis ses débuts. On retrouve par exemple au 19e siècle, la grande époque des affiches publicitaires, des femmes dénudées pour vendre des stations balnéaires. Et si parfois ça pouvait paraître subtil, même s'il faut remettre ça dans le contexte de l'époque où un genou est érotique, d'autres ne faisaient pas dans la dentelle, comme cette affiche pour Cabourg. La femme peu vêtue en premier plan et les hommes en fond, qui semblent avoir une petite idée derrière la tête. Allez-y, Richard. À cette époque, comme l'expliquent Pécou, Bourron et Biro dans leur étude sur la représentation de la femme sur les affiches touristiques balnéaires, le but est de charmer le touriste homme, celui qui possède le compte en banque. On retrouve également le phénomène entre le 19e et le 20e siècle dans les publicités pour l'alcool, vantant les mérites de leur breuvage comme liqueur de séduction, permettant aux hommes de rester jeunes toute leur vie. Je suis quasiment jeune comme vous. Quand on boit du bière, on a toujours 20 ans. Mamselle, faut soigner vos pneus au bière. Moi, depuis le temps que j'en bois, je crois bien que je suis devenu quasiment increvable. La promesse pour ces messieurs de soirées endiablées grâce à leur boisson préférée. Messieurs, vous voulez conquérir les cœurs? Offrez le champagne de la jarretière. Exigez la super paire de jarretières avec chaque bouteille. Mais ces promesses de folle nuit ne s'adressent pas qu'aux hommes. Déjà à cette époque, dessous et produits d'hygiène sont prétextes au charme et à l'érotisme. On peut citer par exemple une marque de savon au début du XXe siècle qui voit ses ventes repartir à la hausse à l'aide d'une publicité promettant à madame que monsieur tombera sous le charme. Et là, niveau subtilité publicitaire, on repassera, l'annonce dit clairement « Vous aussi, vous pouvez avoir son charme si vous commencez ce traitement dès ce soir. Achetez ce produit pour séduire le gentilhomme. » Vendre du savon, déjà l'occasion à l'époque d'exposer des corps répondant aux canons de beauté du moment. Mais l'avènement de la publicité, d'abord au cinéma puis à la télé, ne déroge pas à la mode et offre aux créatifs un nouveau support, jouant sans cesse avec les limites morales de chaque époque, entre érotisme, controverse et censure. Dans les années 50, on peut retrouver des corps-objets et des poses plutôt équivoques, surtout pour l'époque. Que ce soit pour vendre des produits minceurs, de beauté ou même des barres de chocolat. Fold upon fold of creamy milk chocolate. Mais c'est dans les années 70, avec la vague de libération sexuelle, que les publicitaires veulent repousser les limites, quitte à choquer. Ainsi, on promet aux gentils jeunes hommes qu'une voiture les rendra sexy. That's a cute name. On joue avec l'équivoque pour vendre du sopalin. It's so lush, so plush. Squeezing's not enough anymore. If you're gonna hug it. Et on continue à surfer sur les mêmes archétypes qu'un siècle auparavant, comme les publicités Continental Airlines, qui vendent à ces messieurs des destinations sexy. Continental Airlines will fly you to Hawaii. For not so many bucks. Et la France est loin d'être en reste. En témoigne une pub encore célèbre aujourd'hui qui n'est pas restée très longtemps en diffusion avant d'être censurée. Bon, inutile de vous faire un dessin, j'imagine que vous comprenez la métaphore. Tripoté, T-R-I-P-O-T-E-S. Mais choquer la vieille école, parfois jusqu'à être censuré, peut être un bon point pour la marque, qui se situe alors du côté de la jeunesse en pleine révolte. Et l'un des acteurs majeurs dans la sexualisation de la publicité, c'est l'industrie de la mode. En tête de file, Calvin Klein, avec cette publicité de 1980. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Outre la pose du modèle et la phrase d'accroche pleine de sous-entendus, si cette publicité a été controversée, c'est que Brooke Shields, la mannequin qui porte le jean, n'a que 15 ans. Le début d'une nouvelle ère de communication pour la marque, qui, dans les années qui suivront, continuera à enchaîner les pubs tantôt sensuelles, tantôt provocantes, en visant un public jeune et rebelle. You have a lovely body. Do you like your body? Yeah, I like it. Des petites graines semées qui vont donner naissance au début des années 2000 à un nouveau courant dans la publicité dont le nom ne laisse aucun doute sur le contenu, le porno chic. À la fin des années 90, Tom Ford est designer chez Gucci. Pour redorer la marque, il veut lui donner une image luxueuse et sexy. Et c'est d'abord sous l'impulsion de la mannequin et styliste française Karine Roitfield, qui est alors collaboratrice et muse de Ford, que le porno chic prend ses marques. Le mouvement esthétique se veut sexy et provoquant, l'imagerie devient de plus en plus explicite, reprenant parfois les codes de l'esthétique porno des années 70. Hypersexualisation, animalité et provocation deviennent les mots-clés des grandes maisons de haute couture. Et les campagnes de pub ne sont plus confiées aux agences mais à des créateurs travaillant pour la marque. Parmi eux,
peut citer Mario Testino, l'un des premiers à créer des œuvres pour Gucci sous l'impulsion de Tom Ford fin des années 90. Mais c'est au début des années 2000, lorsque Karine Wadfield devient rédactrice en chef du Vogue France, que la sauce va prendre. Wadfield bouscule alors les conventions, et comme certains le craignaient, elle parsème le magazine de cette tendance qu'elle a forgée aux côtés de Ford et Testino. Les ventes du magazine décollent et le porno chic devient pendant plusieurs années un mouvement incontournable pour quelques grandes marques. On peut citer des campagnes choc comme celle de Tom Ford, les jeans, American Apparel, Yves Saint Laurent et même BMW. Esthétique qui sortira petit à petit des magazines pour investir les pubs télé, que ce soit pour ces mêmes marques que pour des produits qui n'ont pas grand chose à voir. Même si, étant plus grand public, difficile pour eux d'aller aussi loin. It's barbecue's best pair. Mais alors il convient de se poser la question, pourquoi montrer des culs ? Biberonnés à la publicité, nous le savons, notre attention est saturée. Si les pubs sont partout, à la télé, dans la rue, dans nos mails et même dans notre poche, notre caboche y est tant habituée qu'elle a levé des barrières pour se protéger de toutes ces images intrusives. Alors s'adresser aux consommateurs devient, pour les marques, une véritable bataille dont les frappes massives doivent malgré tout être chirurgicales. Et dans ce cadre-là, un cul est une arme. She got a great ass, and you got your head all the way up it. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser à l'impact qu'a une image sensuelle ou érotique sur notre cerveau. Passé sous rayon, les IRM de notre caboche face à des images de nudité montrent une chose, l'activation de systèmes de récompense. En plus d'activer les voies communes du système de récompense, des images olé olé semblent également titiller le cortex orbitofrontal postérieur. Ça a l'air... sérieux quand même. Bon, je ne suis pas neurologue et la compréhension du cerveau par les scientifiques étant encore très limitée, je ne vais pas me lancer dans une analyse alambiquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une image sexuelle, biologiquement, notre cerveau aime ça et joue sur nos émotions. En gros, montrer un cul, ça marche. Alors, user de ce genre d'image dans la publicité va faire tomber les barrières et happer notre attention. C'est un peu comme si quelqu'un défonçait votre porte d'entrée à coups de bélier. Il reste maintenant à savoir ce que cette personne va avoir à nous dire. En réalité, il existe une multitude de critères à faire varier en fonction du message souhaité, et qui peuvent, s'ils sont mal dosés, ne pas avoir l'effet escompté. Car vous l'aurez compris, montrer une image ne suffit pas. Christa Spleen. L'eau. Ça vous va comme ça? Ouais, nickel. Patrick, tu peux rajouter des culs? Depuis les années 70, beaucoup d'études ont été menées sur le sujet. Et à vrai dire, difficile d'en tirer des conclusions nettes et précises, tant les résultats peuvent varier. Une chose qui semble globalement ressortir, c'est que l'érotisme publicitaire ne fait pas vendre. Plaît-il ? Ces images semblent déconcentrer le spectateur. Certes, son attention est happée, mais elle n'est pas à l'écoute du message publicitaire. Et c'est tout le problème lorsque l'on s'adresse à l'émotion et plus à la rationalité. Derrière, je peux bien essayer de vous vanter tous les mérites de mon produit, mais... pour faire passer le message, il va falloir s'accrocher. En réalité, l'avantage est de stimuler l'imaginaire, l'émotion, et ainsi d'ancrer dans les esprits ma marque associée à une image positive. Ce n'est pas la valeur du produit qui est vendu, mais l'imaginaire qu'il véhicule. Et en effet, dans le cas des parfums par exemple, difficile de vendre vraiment ce qu'il est. S'il n'est pas impossible de décrire une odeur, en faire la promotion en image tout en étant vendeur, n'est pas chose aisée. Alors, ça sent un peu la muscade, enfin non, pas trop la muscade, plutôt la papaye, il y a des touches de vanille, non, ou de chocolat, c'est boisé. Alors, en s'adressant à l'imaginaire, au désir érotique qui plus est, la publicité agit sur nos émotions et au moment de choisir mon parfum, devant le rayon, ce sont ces dernières qui ressortiront associées à chaque nom de produit. Mais pour ça, il faut encore avoir le bon impact. Dans une étude de 2007 sur la nudité en publicité, Éric Lombardo met à l'épreuve pas mal d'hypothèses populaires dans la littérature de l'époque sur le sujet. Pour ça, lui et son équipe réunissent presque 1000 personnes à qui ils vont demander de lire un article du magazine L'Express à propos de Google, au milieu duquel ils auront placé une fausse publicité différente en fonction de chaque critère qu'ils vont tenter d'évaluer. Après avoir lu l'article, un questionnaire est remis à chaque participant portant en fait sur la pub glissée au milieu de leur lecture. Parmi les variables testées, le niveau de nudité, proposant dans chaque condition d'expérience un mannequin habillé, en sous-vêtements ou dénudé, ainsi que des poses neutres ou plus suggestives. S'il n'est pas étonnant que la nudité, même légère, capte beaucoup plus l'attention, contrairement à ce que l'on pourrait penser instinctivement, le niveau de nudité entre modèle en maillot de bain et modèle nu n'a pas d'impact statistiquement significatif sur l'attention portée à la publicité par le cobaye. Mais il est nécessaire d'ajuster finement le degré de nudité et de suggestivité
en fonction des mœurs locales. Car si pour certaines marques la provocation, voire l'interdiction joue en leur faveur, il s'agira le plus souvent de publicités qui ne seront même pas diffusées, ou sur une période très courte, sans lui laisser le temps d'avoir un potentiel impact populaire positif vis-à-vis de la marque. Le fameux côté rebelle. Non, il s'agira simplement d'une perte d'argent parfois importante, car une pub, ça coûte cher. À titre d'exemple, on peut citer une publicité pour un soda mettant en scène des animaux humanisés de façon suggestive. Un trip artistico-zoophile qui n'a pas bien plu au public anglais, et qui s'est vite vu retirer de la diffusion. À teneur garantie en fruits, naturellement pulpeuse. Une nudité adaptée dans un premier temps, pour ne pas susciter de rejet chez les spectateurs. Aller assez loin, mais pas trop. Et l'exercice est d'autant plus compliqué lorsqu'il s'agit, pour des grandes marques, de campagnes internationales. Ensuite, il va s'agir de déterminer à quel public le publicitaire s'adresse, et adapter en fonction le sexe du modèle. Toujours dans l'étude de Lombardo, l'équipe a testé l'impact du genre du modèle en soumettant la même publicité soit présentée par un homme, une femme, ou comme publicité de contrôle, un paysage neutre. Et sans surprise, les résultats sont cohérents avec les études précédentes, celles de Lombardo. La présence d'un modèle nu de sexe opposé à la sexualité du cobaye capte beaucoup plus l'attention que la publicité de contrôle ne présentant qu'un paysage. Autre fait intéressant, montrer un modèle nu de sexe opposé fonctionne autant sur les hommes que sur les femmes. Pichoun ou Pipou captent autant l'attention de leur némésis. Et la marque va également pouvoir surfer sur l'image dégagée par le modèle. C'est ce que l'on appelle l'effet de halo. C'est le biais cognitif qui se cache derrière la fameuse première impression, et qui montre que l'on aura souvent tendance à juger quelqu'un ou quelque chose plus positivement si cette première impression est positive, et inversement. Bon, pour plus de détails à ce propos, Science Étonnante a déjà fait une vidéo intéressante à ce sujet. Alors dans le cas de la publicité, si le modèle est séduisant, marrant ou devient objet de désir, ce sentiment va se répercuter sur la marque et le produit vendu. Ainsi, le glamour de cette actrice dans cette publicité pour parfum va offrir son aura au produit. Autre conclusion intéressante, dans le cas d'un modèle dénudé du même sexe que le cobaye, l'annonce ne provoque aucun rejet particulier. Elle a dans le pire des cas le même impact que la publicité neutre qui ne montre qu'un paysage. Elle peut même dans certains cas avoir un avantage. Parce que si le sexe du modèle est important, il ne faut pas oublier que tout ce bazar, c'est pour nous vendre des produits. Il faut donc également déterminer la cohérence entre le produit vendu et la nudité. Pour vendre des produits pour le corps, il paraît assez logique de montrer des corps. En revanche, pour vendre du café, c'est plus discutable. Dans son étude, Lombardo a testé cette congruence entre produits vendus et nudité en comparant dans les mêmes conditions une annonce pour du gel douche et une autre pour du désodorisant de voiture. Et si l'annonce non congruente présentée à un cobaye du même sexe que le modèle n'a pas plus d'effet que la publicité neutre, dans le cas d'un produit comme du gel douche, dans laquelle cette nudité a du sens, l'attention des cobayes du même sexe est malgré tout happée. On peut alors extrapoler qu'un modèle nu et séduisant joue sur l'identification du spectateur. Si je vois un homme apparemment séduisant utilisant ce gel douche, alors je pourrais peut-être devenir moi-même aussi attrayant en utilisant le même produit. Mais dans le cas d'un produit qui n'a rien à voir, par exemple une boisson ou des burgers, la nudité va provoquer un effet de surprise. En soi, l'effet de surprise est neutre, ni positif ni négatif, mais il va agir comme un booster pour l'émotion qui suivra. Ainsi, si l'émotion est positive, elle le sera d'autant plus, et même chose si elle est négative. Enfin, pas tout à fait. À vrai dire, dans son étude, une curiosité intéressante se dégage. L'effet booster de la surprise, lorsque, pour le spectateur, elle est bonne, est significative et joue positivement sur l'attention et la mémorisation de la marque. En revanche, lorsque la surprise est mauvaise, que cette nudité n'est pas bien maîtrisée, maladroite, eh bien elle n'a pas d'impact particulièrement négatif sur l'attention et la mémorisation. En gros, pour les publicitaires, tant qu'ils restent dans les limites des mœurs locales, il y a plus à gagner qu'à perdre. Et on peut observer facilement ce phénomène par la prépondérance de la sexualisation des publicités. A priori, si ça ne marchait pas, ils ne l'utiliseraient pas. Afficher des corps nus tant qu'il ne suscite pas le rejet est efficace pour rappeler l'attention, la mémorisation de la marque ainsi que l'association positive dans l'esprit de certains spectateurs. Seulement voilà. Si certains outils marketing peuvent être moralement discutables, celui de la sexualisation est d'autant plus délicat qu'il a un impact sur la société dépassant le simple marketing. Le sexe dans la publicité peut être utile pour la libération des mœurs, mais il véhicule également une image influente du corps et du rôle sexuel et social, surtout auprès d'un jeune public. Et c'est là que se pose la question du sexisme et des stéréotypes, car le problème se situe moins dans le fait d'utiliser des corps que dans la façon de les utiliser. Et à ce niveau-là, même si j'aimerais pouvoir vous dire que femmes et hommes sont traités à la même enseigne, malheureusement ça n'est pas tout à fait le cas. En 2017, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé en France de réguler les programmes et de veiller à ce qu'ils respectent les règles, a mené une enquête sur l'image des femmes dans la publicité. Bon... Mesdames... Comment dire... Sur plus
plus de 2000 publicités étudiées sur les 24 plus grandes chaînes à heure de grande audience, il y a un problème de représentation. Toutes catégories confondues, le rôle d'expert dans la publicité est presque exclusivement réservé aux hommes à 82%. Et à regarder certaines catégories de produits, le constat est inquiétant. Dans le secteur de l'automobile, par exemple, 69% des personnes à l'image sont des hommes. Parmi les personnages principaux, 100% des experts sont masculins, ainsi que 69% des consommateurs. Les femmes, essentiellement au second plan, tiennent alors majoritairement des rôles esthétiques ou inactifs, 74% d'entre elles. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette catégorie, c'est que cette représentation n'est pas cohérente avec les pratiques sociales réelles. En effet, l'acte ou la décision d'achat d'une voiture est de plus en plus à l'équilibre entre hommes et femmes. Ah oui, et la sexualisation alors ? Eh bien, 2/3 des publicités avec une sexualisation, entendez par là une attitude suggestive, la simulation d'actes sexuels ou un cadre se concentrant sur des parties intimes, mettent en scène des femmes à 67%. Et si la moitié de ces pubs concernent la catégorie habillement parfumerie, 16% sont dans l'automobile, en seconde place à égalité avec le secteur de l'alimentation et de la distribution. Lorsqu'il s'agit de montrer des tétés, la nudité est féminine à 54% et masculine à 46%. Bref, beaucoup de chiffres pour un constat clair, et je cite l'avant-propos du rapport en question, le rôle attribué aux femmes est réducteur et, volontairement ou non, des stéréotypes de genre imprègnent encore un grand nombre de messages. Si ce rapport vous intéresse, il est dans la description. Alors heureusement, les choses évoluent. Ce rapport date de 2017 et depuis le CSA s'est vu attribuer dans la loi la surveillance du sexisme dans la publicité, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. En constatant ces chiffres, ils ont mis en place une charte d'engagement volontaire pour la lutte contre les stéréotypes sexuels, sexistes et sexués dans la publicité, en partenariat avec la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Ensemble, ils incitent alors les publicitaires au respect de la personne. Lorsque la publicité utilise de la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante, et a fortiori ne réduise pas la personne à un objet, et que, d'une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue. Mais également à une représentation plus réaliste des femmes et des hommes. Les signataires de ce programme veilleront, en cohérence avec leur secteur d'activité, les marchés sur lesquels ils évoluent et leurs univers publicitaires, à rééquilibrer progressivement les rôles et l'image allouée aux femmes et aux hommes dans les publicités. Experts, représentation valorisante, etc. L'idée n'étant pas forcément de réduire l'usage de la sexualité dans la pub, mais en revanche de limiter, voire d'éradiquer les images stéréotypées ou dégradantes. Tâcher de façon réaliste de faire du paysage publicitaire une vitrine plus juste de la société. Il ne faut pas se voiler la face. Même si certains mouvements militent pour plus de naturel, la publicité continuera à nous montrer des corps dits beaux, idéalisés et souvent retouchés. La pub est là pour faire rêver le spectateur, et si ça ne marche pas sur tout le monde, ça reste encore aujourd'hui une méthode de communication largement efficace. Quant au sexisme et aux stéréotypes, en plus de la charte mise en place par le CSA, bien qu'elle ne reste que sur une base de volontariat pour les publicitaires, les abus sont de plus en plus moqués par le public, car ils ne sont plus ancrés dans notre époque où les mœurs sont en train de changer. Les images de marque s'en retrouvent même parfois abîmées, là où d'autres en jouent carrément pour se donner des allures d'acteurs engagés dans le progressisme de la société, mais ça, l'engagement des marques, c'est une autre histoire.